Ça marche pas le micro, Thomas. Il marche pas. Et donc Louise Hervé, Chloé Maillet, qui sont originaires de la région parisienne, qui travaillent à Paris et qui ont eu diverses expositions, dont la plus récente et encore actuelle, c'est L'homme de Vitruve au Crétac à Ivry. Et qui prochainement vont avoir des expositions au Canada et l'année prochaine aussi à Bristol. Voilà, et j'en dis pas plus, je vais les laisser présenter un peu leurs différentes problématiques et quelques films qu'on va montrer en intégralité. Voilà, je laisse la parole. Donc merci à tous d'être venus. Donc effectivement, nous travaillons ensemble, Louise et moi, depuis une dizaine d'années. Et je voudrais commencer en disant qu'on a fondé une association qui s'appelle donc l'IIII, le titre de cette conférence qu'on avait annoncé, donc l'International Institute for Important Items, que par tirage au sort, je suis la présidente et Louise la secrétaire. Et c'est quelques-unes des activités qu'on a faites, chapeautées ou non par cette association, qui est une structure administrative, mais aussi une sorte de société de production, qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, juste pour commencer, il me semblait assez important de parler de ce château. Voilà. Vous connaissez peut-être, c'est Strawberry Hill, c'est dans la banlieue de Londres, à Twickenham. Et c'est assez connu parce que aujourd'hui, ça peut se visiter. Ça n'était pas à l'époque où on a pris cette image. C'est en fait le château qu'a construit Horace Walpole, fils du Premier ministre britannique à la fin du XVIIIe siècle. Il a rénové une ferme dans la banlieue de Londres et petit à petit, c'était un écrin en fait pour mettre sa collection dedans. Il avait une collection très variée et il collectionnait aussi des morceaux d'architecture. Que petit à petit, il a aggloméré, mis les uns au-dessus des autres, au-dessus de cette ferme, pour en faire un véritable château gothique qui a été en fait le point de départ, un des points de départ de la vogue pour le gothique. Et donc tout le monde a commencé à faire des châteaux gothiques autour d'eux. Et ce qui est assez particulier, donc il a filmé le château dans les années 1850. Et il a eu l'impression, malgré toute la beauté de ce château et puis les merveilleuses œuvres d'art et les curiosités qu'il avait rassemblées dedans, qu'il lui manquait quelque chose. Et ce qui lui manquait, il dit qu'un jour il était dans sa bibliothèque et il a fait une sorte de rêve. Donc il a eu la vision de ce qui était ces petites choses qui lui manquaient et il a vu un fantôme. Il a vu le fantôme d'un chevalier qui lui est apparu sous forme de fragments. Une main de chevalier géante, un cadre. Et c'est ce rêve qui a été le point de départ, je vais vous montrer l'image d'après, du premier roman gothique, Le Château d'Otranto, qui a lancé un genre au succès phénoménal, qui a des descendances jusqu'au XXe siècle avec le film d'horreur, qui est l'histoire du Château d'Otranto, d'une jeune fille qui s'appelle Hippolyta et qui est poursuivie de ses assiduités par un très vilain monsieur, un seigneur usurpateur dénommé Manfred. Alors, tout ce que ça pose comme question, c'est le problème de qu'est-ce que c'est que de faire du roman historique, de la reconstitution historique, et comment est-ce qu'il a transposé ça dans l'Angleterre de nos jours. Puisque Château d'Otranto, c'est écrit comme la traduction d'un roman trouvé, un roman du XIVe siècle qui aurait été trouvé par hasard. Et le roman noir, et d'ailleurs, juste une parenthèse, mais le roman noir, le roman terrifiant, le roman... Marche pas. Il marche pas. Il marche pas parce que voilà. je ne parle pas assez fort dedans. Le roman terrifiant, non, c'est juste une remarque, mais le roman frénétique, c'est vraiment un imaginaire de l'architecture. C'est un récit qui active en fait ce que les contemporains de Walpole voyaient dans la campagne anglaise, c'est-à-dire des ruines, mais qu'on jugeait sans intérêt à l'époque, et qui le transforme en récit. Il devient une machine à fiction en fait. Alors, juste un petit mot aussi sur le fait que, voilà, alors, là c'est plus sur Strawberry Hill, voilà, là c'est nous, là c'est moi, et là c'est Chloé, et là c'est Benjamin Serra, qui fait
aussi des performances, et qui porte un costume du XIIIe siècle. Vous avez peut-être reconnu la coupe typique en fait des tuniques du XIIIe siècle, vous voyez, un peu longue comme ça, un peu lâche, avec des choses mi-partie. C'est assez important aussi. C'est un costume qui est aussi fidèle que possible, en tout cas d'après les dessins de Viollet-le-Duc. Alors Viollet-le-Duc, vous savez, cet architecte du XIXe siècle qui a fait beaucoup en France justement pour le genre qu'on appelait néo-gothique en architecture, c'est-à-dire qui revisite comme ça un Moyen-Âge plus ou moins fantasmé, et qui en tout cas est un grand collecteur de documents, et qui en particulier travaille sur les costumes et fait toute une encyclopédie du Moyen-Âge où il étudie de près, d'après toutes les sources iconographiques disponibles, et bien en particulier les tenues. Donc là, XIIIe siècle, la coiffure correspond. C'est un peu le genre de coiffure époque Saint-Louis aussi, vous voyez un peu avec la mèche retournée comme ça. Oui, et Viollet-le-Duc pensait que c'était vraiment important de reconstituer le plus précisément possible tous les détails d'une époque, jusqu'au détail d'un petit créneau dans un château, mais jusqu'à la volute d'une coiffure. En fait, il pensait même qu'il fallait reconstituer les choses, non pas forcément comme elles étaient, mais comme elles auraient dû être à l'époque. Encore mieux qu'il reconstruisait les châteaux, et c'est en ça qu'est venu une sorte de conflit, un peu franco-britannique, donc entre la vision de Ruskin et à la vision de Viollet-le-Duc et celle de Ruskin. Oui, Ruskin, l'historien de l'art. Oui. Ruskin qui pensait au contraire que la reconstitution, c'est la pire forme de destruction et qu'il est impossible de reconstruire, aussi impossible que de réveiller les morts, ce qui a été autrefois beau ou grand. Donc, il y a vraiment cette importance, différence dans la perception de la reconstitution historique. Enfin, tout ça pour dire que ceci, c'est une performance qui parle justement de reconstitution. Elle s'appelle Reconstruction Day et elle se passe à Londres. Il y avait un sous-titre aussi, je peux préciser. Reconstruction Day with true pictures, a Ruskinian tale and life and death in Spitalfields. Et ça se passe effectivement à Spitalfields, dans un endroit qui s'appelle Raven Road, qui est une fondation, et qui nous a invités pour une performance. Ici, comme vous le voyez, on s'intéresse beaucoup à l'architecture de Raven Road. Voilà, il y avait beaucoup de détails qui n'auraient pas beaucoup de sens de montrer ici parce que vous ne voyez pas vraiment l'architecture du lieu, mais notamment il y avait certains détails qui impliquaient ce petit chat en porcelaine et James Mason, l'acteur britannique qui a autrefois tourné un film juste devant la façade de ce immeuble et qui par ailleurs aimait les chats. Il a écrit un livre sur les chats. Donc on ne va pas rentrer un peu dans les éléments qui constituaient la performance. L'important c'est que ça se finissait très mal. Oui, c'est l'effet spécial final. Vous voyez, c'est une rose sanglante. Benjamin Serror précise dans sa main la rose où il y avait un peu de sang. Et oui, parce que le gothique, effectivement, comme vous l'avez vu avec Ruskin, la citation le dit bien, c'est réveiller les morts, c'est dangereux. Voilà, c'était simplement pour vous donner un petit peu un aperçu de la manière dont on peut travailler dans notre association. Parce que sur les mêmes thèmes, en fait, parallèlement, on a préparé cette performance à Londres, et puis on a tourné un film juste au même moment, d'ailleurs dans l'église qui était un peu au coin de la rue Christchurch, qui est une vraie église néo-gothique. Tout à fait. Beaucoup l'architecte d'ailleurs. Mais en tout cas, on comptait vous passer le film, qui n'est pas très très long, donc il fait une petite vingtaine de minutes, et qui s'appelle Une reconstitution et un souterrain. Alors lui c'est le personnage principal, alors il ne vit pas dans une église mais dans un musée, en fait c'est Francis Brew, c'est le directeur des archives en fait, archéologiques du Museum of London, donc qui a vraiment sous la main Londres dans une petite boîte. Oui. Mais il en parle mieux que nous, donc on va laisser parler dans le film. On peut passer le match, Oui, on peut passer le film. Faites le noir et on s'installe. My name is Francis Brew. I'm Curator for Archaeology at the Museum of London, and welcome today to the London
London Archaeological Archive and Research Centre. Here we have information about London's history going back perhaps 250,000 years. In this extraordinary store that we see here, we have well over 100,000 boxes of artefacts of every kind, filling several kilometres of shelves. In a sense, this simple arrangement enables you to time travel. Here in these boxes, we just have a tiny selection of over 5,000 leather shoes that we have in this store. This one dates from about 1370, and the vast majority of those 5,000 date from the period 1000 AD to about 1500, and they give the most extraordinary insight into what people wore and how fashion operated. This is a quite extraordinary thing, which is both a wooden sole but with leather straps on top. One wonders what it was used for, whether it was used rather as we do today in the bathroom or something like that. It has this alderwood sole, it has a hinge in the centre, quite extraordinary thing, and leather strap work to hold the foot in place, just like a sort of a modern sandal. But this is perhaps my favourite of all. As you can see, it's absolutely minute. A child's shoe. Must have been suitable for a child about 1 or 2 years old at most. It's a left foot, and it has a little pointed toe, showing that this child's parents must have wanted him to keep up with the latest in fashion, because this was the style of about 1360, 1370. Manifold are the leaves of a Scumbria castle. Out through the windows one might climb. The these are far too high. To the attic one could ascend, and there and see the hideaway. I myself will sought refuge. Here is the way.
no sense ever. A passageway might be found, often long forgotten by the castle inhabitants, and whose threshold is barred by a trapdoor only a secret mechanism would unlock. Rather than being a lot consider accepting my proposition. Thought is too monstrous. I've always really enjoyed historical reconstruction. There's something fascinating about seeing the past reconstructed from a material object. Sometimes, completely, a few meager accessories suffice to render an entire civilization. Let's consider this arrowhead. We travel through time to this arrowhead, but it also travels through time to us. And in the end, the perfect reconstruction doesn't exist now at this precise moment in time, but in the future. Feed the heart into the tongue of feeling yourselves. And torment yourself not with such matters. For I told you, many times, it is your mind that leads you to be old, evil, and unsmart. And this little holy water flask is an example of the most common place that people visited from London, the shrine of St Thomas Becket at Canterbury. You can see on one side of this the Archbishop Thomas Becket enshrined with his mitre and his crook. And on the other side you can see the terrible event which shook the whole of Christendom in 1170 when he was murdered on the steps of Canterbury Cathedral. And this terrible event became a target for pilgrims throughout the whole of the known world. And we have many hundreds of these badges from London, and we can chart with remarkable accuracy
you hear this beautiful bird, be merciful as I do, as you will too. This is the contrast between you and me. I promise you no pain. If your patience you will feel the joy of a loving man. This is the contrast between you and me. Happiness will be danced, it will last until the end of time. It will take you and never leave you. This is the contrast between you and me. For the contrast between you and me is not. In restless, I know not how long one might survive, deprived as I am of water and food and light. But if wisely I search, I might happen upon some water trickling through the stones. And although no light does shine in this place, still might there grow some mushrooms herein. Some perfectly edible mushrooms. And I might moreover find glowworms, which in absolute obscurity can survive. It has been said that the ability of the human eye to adapt is such that even the faintest light might appear as bright as the sun. The ear, if well trained, might perceive the ground shudder, the air vibrate, and right as the beasts that dwell under the earth are pale and wan, right so in the wild shall my hair and complexion wax pale and fade, and the hands will wax bigger and stronger, and the nails and the claws will harden. Wherefore no tools are required. I shall dig new galleries, ever extending the recess, and ever descending deeper and deeper beneath the ground. Archaeology is a Greek word in origin. It in fact comes from two words, archaios, which means old, and logos, which is the reason behind things. And perhaps that's a good thing it comes from a Greek word, because it was the Greek historian Herodotus in the 5th century BC, a man who is often called the father of history, who was the first person to recognise the importance of archaeology. He noticed old things and made inferences about them and described them in his history books. But there is a great difference between history and archaeology. Whereas history has a finite number of sources and is dependent very much on the subjective opinion
opinion of the historian. Archaeology potentially has an infinite amount of information at its disposal, and it can be far more objective. Archaeology deals with virtually every type of person who ever lived. You don't have to be somebody who comes from a wealthy household or somebody even who can write for your deeds and your life to be recorded in archaeology. Archaeology is there, whether it be excavating your human remains when you're dead or excavating the rubbish dump in which you put your refuse when you were alive. Voilà, donc c'est un film qui a été fait en 2010, qui a été tourné en super 8. Donc, je suis désolée pour là on l'a montré en DVD parce que la qualité du DVD est médiocre. Et juste aussi pour donner l'idée un peu de... Donc c'était un projet d'ensemble avec à la fois l'écriture de ce film, une performance en Angleterre et aussi, et c'est ce qu'on voulait peut-être montrer dans l'image d'après, une version qui a été conçue pour un espace d'exposition qui en l'occurrence était une galerie, la galerie Marcel Alix, où étaient projetées, dans la partie la plus sombre, disons, de la pièce, 2 bobines de rush Super 8 brutes, non montées. Une partie qui se passait dans les souterrains gothiques, où Hippolyta est poursuivie donc par le ménestrel maléfique, joué par Benjamin Serrand, et l'autre partie qui était en fait la séquence des objets qui disparaissent avec l'effet spécial un petit peu à la Méliès en stop motion dans la boîte, donc les objets, les artefacts archéologiques qui disparaissent. La même exposition, en fait, je vais montrer un peu des images, voilà, ça c'est l'ensemble de l'unité, avec une première pièce où il y avait cette vitrine. Cette vitrine s'appelle Francis, aussi, comme Francis, l'archéologue, c'est un hommage. Et donc c'est une vitrine qu'on regardera un petit peu plus tout à l'heure. En fond, à droite, comme vous voyez, là, il y a une petite étagère. Et sur l'étagère, il y a un livre. Alors, on ne voit pas non plus sur la photo, mais il y a une dorure en fait sur le livre qui est invisible. C'est le titre en fait. Ça s'appelle La caverne du dragon.
qui avait donné aussi son titre à l'exposition. L'exposition s'appelait La caverne du dragon. Parce que c'est une histoire, c'est notre petit roman gothique qu'on avait écrit, qui s'appelle La caverne du dragon. C'est un tapuscrit, donc il y en a qu'un. Voilà, ça c'est l'intérieur. En fait, ça commence par les souvenirs d'un archéologue. Un archéologue qui vit dans les années 1950, en tout cas qui est actif dans les années 50-60, en Styrie. Donc vous savez, cette région du sud de l'Autriche, plus exactement dans la région de la baie de la Mur, la région de Graz, en fait, si vous voulez. Et cet archéologue, donc, raconte un peu, c'est une sorte de préface, il est en train de raconter, en fait, l'origine de sa vocation. Parce que lui, il raconte que sa principale découverte, ça c'est une anecdote qui est tout à fait réelle, c'est lui qui a découvert le trésor, le dépôt qu'on appelle du Drachenhöhle, donc à Mixnitz. Donc Drachenhöhle, ça veut dire la caverne du dragon, c'est un lieu dit. Et en fait, c'est un petit ensemble d'objets qui avaient été déposés. On ne sait pas si c'était à vocation rituelle ou si c'était vraiment des objets usuels qui avaient été laissés là. En tout cas, il y a il y a des petits rasoirs à double lame par exemple. Il y a des petits couteaux aussi, des objets qui servaient vraiment comme étant personnels, et puis quelques objets qui servaient pour l'ornementation des chevaux. Ouais. Donc on appelle un dépôt archéologique qui date de l'âge du bronze, je crois. Donc voilà, il raconte cette découverte. Et cette découverte l'amène à raconter, il a grandi dans cette région, donc cette découverte importante des années 60, un peu qui a marqué la décennie, et il l'a faite dans une région qui était celle de sa jeunesse. Ce qui l'amène à raconter une anecdote. Voilà, parce que c'est vraiment sous la forme d'une anecdote, comme ça se fait dans les préfaces des livres d'archéologie. D'ailleurs, on s'était vraiment inspiré de plusieurs préfaces de livres d'archéologie pour écrire ça, et c'est sa thèse. Donc c'est le petit garçon qui se souvient quand il était jeune et qu'il prenait un petit train en fait qui l'amenait jusqu'à son école, qui était dans la vallée. Et il y avait un conducteur de train, et comme souvent les conducteurs de train à cette époque-là, ils étaient très affables, et donc ils racontaient des histoires aux petits-enfants. Et notamment, il raconte une histoire qui se raconte beaucoup en Styrie, même encore maintenant, c'est l'histoire du dragon, de la caverne du dragon en fait. Et donc cette histoire, il faut la résumer en quelques mots, ça se passe dans un petit village qui est terrorisé par un dragon. Le dragon mange le bétail, et une fois de temps en temps, il mange aussi un berger, le fils du berger. Et il y a un jeune garçon dans le village qui décide d'aller se battre contre le dragon. Et pour ça, on ne comprend pas pourquoi, mais il demande à chacun des habitants du village de lui donner un petit objet en bronze qu'ils ont chez eux. Pointu, si possible, des morceaux de rasoir ou des pointes de flèche, quelque chose en métal, mais qui est un angle comme ça assez aigu. Et il va dans la caverne du dragon, et il revient peu de temps après et il dit c'est bon. Sauf que le soir même, on retrouve une brebis tuée. Donc tout le monde pense que ça n'a pas marché et il est chassé. L'histoire veut qu'il soit chassé, oui, effectivement, de manière assez injuste, on va le comprendre assez vite, puisque l'histoire, en fait, la chute de cette histoire de la caverne du dragon, c'est que le soir même, les villageois entendent les cris en fait de la bête qui est en train d'agoniser, c'est comme ça que c'est raconté. Elle agonise à l'entrée de la caverne. En fait, ce qu'avait fait le jeune homme, ce que comprennent les villageois a posteriori, c'est qu'il avait enterré dans le sol, en fait, à la sortie de la caverne, tous ces objets pointus donnés par les villageois, en bronze donc, et que le dragon, en fait, s'était ouvert la peau du ventre. Vous savez que les dragons ont la peau du ventre très sensible, et donc il s'est ouvert la peau du ventre sur les objets pointus, et il en est mort. Donc ça a marché, en fait. En rentrant dans sa caverne, en croyant dans celles qu'ils n'ont pas vu tout de suite. Et voilà, c'est un petit peu le point de jonction du récit. On ne voit pas toute la suite, mais parce que c'était ça qui était un peu au centre de l'exposition, ce moment un peu de hasard où tout à coup une découverte archéologique, elle va rejoindre justement ce qui était une histoire qui est totalement de la fiction en fait. Comme si les objets qu'on a trouvés dans ce lieu-dit qui s'appelait la caverne du dragon, c'était aussi à l'image de cette histoire qu'on raconte sur le dragon. Oui, les objets ont voyagé en fait d'un récit à l'autre. C'était ce qui nous intéressait ici. L'exposition elle-même étant conçue comme une sorte de récit un peu disjoint entre
des morceaux de film partiels, la vitrine, que je peux vous montrer sur l'image suivante, Francis, mais qui était vide, les objets ayant été disparus, ou en tout cas étant peut-être dans le film, dans les rushs Super 8, il y a des artefacts, mais pas dans la vitrine, ou du moins ils sont cachés. Et puis le livre lui-même, qui est encore un autre récit, qui a des coïncidences avec les objets et les images, mais qui ne s'y imbrique pas tout à fait. Oui, et la vitrine elle-même, elle racontait aussi un petit peu autre chose, hein, parce que il y a des carreaux de ciment en fait, qui sont à l'intérieur, qui sont de la même gamme que les carreaux de ciment de la galerie elle-même. Donc en fait, c'était un peu une maquette de la galerie. C'était une sorte de boîte qui reprenait en fait la structure de l'exposition. Mais voilà, tous les objets qui étaient décrits, qui auraient dû être dans cette vitrine, en fait, ils étaient passés à la fiction, ils étaient passés dans le film. Contrairement à ceci, ceux-là sont là. c'est une autre exposition qui a eu lieu cette année, en fait, en février-mai de cette année, à la synagogue de Den. Donc la synagogue de Den, c'est une très jolie synagogue qui est sur la route entre Metz et Nancy, et qui est un centre d'art contemporain. Et voilà, comme tous les centres d'art contemporain, ils n'ont pas de réserve, ils n'ont pas le droit d'avoir des réserves, hein, que ce soit des expositions ou des tours. Et donc ici, les objets que vous voyez, qui étaient à l'étage supérieur, on verra une vue peut-être c'est plus clair dans l'espace, à l'étage de la synagogue, et qui formaient comme ça deux rangées de sortes de vitrines, à mi-chemin entre des vitrines et des étagères, sont des objets qui proviennent de collections. C'est des emprunts. En fait, l'exposition était essentiellement constituée d'emprunts. Ces objets proviennent de collections locales. Une collection archéologique qui est entreposée habituellement en Amérique de Den. Oui, pour les petites céramiques. Oui, par exemple, et le crâne qui porte des marques de coups, même si ce n'est pas visible d'ici. Et par exemple, le petit couteau et le Scramble Sax viennent d'une collection du musée Barrois, donc à Bar-le-Duc. C'est des choses qui sont dans les réserves, qui sont vraiment très habituelles. Et puis il y a des éléments qui viennent du musée du sel. Oui, ça se trouve dans le Saulnois, donc une région où il y a de la production encore de sel, du sel de terre, hein, qui vient voilà, de la région de la Seille. Bref, un ensemble d'objets de près qui, comme vous le voyez, ont été assemblés, mélangés. Les collections sont complètement assemblées, c'est-à-dire que par exemple ici, les forces qui ont été moulées par l'association locale d'archéologie dans ce bloc de restauration, mais après ils ont arrêté de faire ça en fait. Ouais. Ils se sont rendus compte que c'était pas la meilleure façon de conserver le fer. Alors que là, la carotte de sondage vient du musée du sel, et cet objet, par exemple, vient du musée Barrois, mais ils ne savent pas ce que c'est. Oui, et ça c'est un nid, parce qu'il y avait une belle collection de nids, mais qui n'était jamais montrée au musée, donc on se dit que c'est une bonne occasion pour les sortir. Mais ils ne sont pas non plus assemblés de manière aléatoire. Voilà, ça c'est la vue d'ensemble. Ils sont déjà présentés un peu comme dans ces réserves visitables. Certains musées, notamment à partir des années 90, pour montrer comme ça un stock important, mais dont ils ne voulaient pas faire une muséographie trop aérée, parce qu'il n'y avait pas la place de montrer ces objets, ont choisi la solution en fait d'ouvrir des réserves au public. Mais il faut quand même tenir compte du fait que c'est ouvert au public, donc c'est un dispositif qui est un petit peu entre deux, réserve visitable. Ici, c'est donc une forme de réserve visitable de la synagogue de Den. Et les objets sont organisés un peu comme un récit. Oui, alors un récit sur lequel il n'y a pas vraiment de clé, mais qui correspond à un autre récit qui était en cours pendant l'exposition. Voilà, c'est en deux étages, hein, comme toutes les synagogues, l'étage des femmes et l'étage des hommes. Donc on avait profité de ce double étage pour faire une sorte de double narration. Donc il y avait celui de l'étage, hein, par lequel on a commencé, le récit qui était formé par ces objets, puis il y avait celui du rez-de-chaussée. Vous voyez, en fait, la synagogue, elle est comme ça, normalement. La seule chose qu'on a ajoutée, c'est cette longue étagère verte qui court partout sur les murs, et sur lequel il y a des jaunes. Vous voyez ? Oui, on peut s'approcher un petit peu. C'est le Républicain Lorrain, édition du Saulnois. Donc vraiment l'édition qui couvre la région de la synagogue de Den. Et c'est à chaque fois le numéro du jeudi, c'est ça ? Oui, c'était le jeudi matin en fait. Donc là, vous voyez l'état à la fin de l'exposition, hein, où il y avait les Républicains lorrains, les 10 jeudis qui ont duré l'exposition. Mais forcément, le premier jeudi, c'était le vernissage, il y avait un numéro, etc. Et parce que, oui, il y a un très long moment, le Républicain lorrain a accepté de publier une sorte de petit roman feuilleton qu'on a écrit. Voilà, vous voyez là. Ça s'appelle Attraction étrange. Qui était
un roman feuilleton en 10 épisodes. Le premier, donc le Poignard de sel, parce que c'était vraiment un roman feuilleton sur la cristallisation. Donc, en 2 mots, notre idée c'était, vous connaissez, ce très connu, la théorie de la cristallisation de Stendhal, qui pense que le sentiment amoureux, c'est quelque chose qui se cristallise sur l'objet aimé, mais un peu indépendamment de cet objet. C'est quelque chose comme des concrétions cristallines qui vont se greffer sur l'être aimé et le faire voir à l'être aimant plus beau qu'il n'était. En même temps, il fallait bien qu'il y ait ce support au départ. Et Stendhal dit que cette théorie-là, elle peut se faire pour des objets scientifiques. On peut cristalliser sur un objet scientifique ou philosophique. Mais en fait, il ne déploie pas parce que lui, c'est la théorie amoureuse qui l'intéresse. Et nous, on a un peu pallié du coup à ce manque-là et essayé de faire un petit peu le reste de la cristallisation. Mais c'est un peu varié. Les exemples qu'on pouvait trouver, on les a pris un petit peu au hasard. Donc il y a 10 épisodes un peu autour de ça, avec une trame qui raconte un petit peu une vie romancée de Stendhal et une autre qui... Une descente dans un souterrain, peut-être, c'est la manière la plus simple de le résumer. Mais si on a un petit peu de temps, ce qu'on peut faire, c'est lire un épisode. Peut-être l'épisode 3, Les femmes préhistoriques, c'est son titre. C'est pas très long, juste un... Il y a un résumé des épisodes précédents. Oui, c'est comme ça, pour suivre, si imaginons que ça soit arrivé le 3e jeudi. Ça s'appelle Les femmes préhistoriques. Dans le Schlossberg, un réseau de souterrains creusés par des travailleurs forcés pendant la Seconde Guerre mondiale est désormais installé un train fantôme. 2 visiteurs, Régine et Étienne, ont observé tour à tour Benvenuto Cellini commettant des assassinats scélérats et Pythagore révélant le secret de la vie éternelle. Pythagore, comme vous l'avez entendu, avait percé le mystère des cycles de réincarnation qui voient l'âme passer par les corps des hommes et des bêtes, les plantes et les fèves. Il ne craignait pas la mort. C'était cet enseignement que les disciples espéraient apprendre de lui en passant des années derrière le rideau qui le cachait à leur regard. Chilon, un jeune homme avide de savoir, avait tenté de passer les épreuves pour être initié à l'enseignement de Pythagore. Il avait échoué. On lui éleva une stèle funéraire, comme à tous ceux qui n'étaient pas dignes de vivre auprès du maître. Chilon et ses amis, furieux, mirent le feu à la maison des pythagoriciens, mais Pythagore parvint à s'enfuir. Il était sur le point d'échapper à ses poursuivants quand sa course le mena à l'entrée d'un champ de fèves. Il fallait le traverser ou mourir. Pythagore regarda les fèves et une larme roula sur cette joue qu'il n'en avait jamais connue. Et il fut piétiné par ses ennemis. Après avoir dit ces mots, le conducteur du train essuya une larme. Il devenait sentimental. Je voyais bien que Régine, à côté de moi, commençait à s'agiter. Le guide reprit son discours d'une voix humide. Le tabou que les pythagoriciens avaient imposé sur les fèves trouvait son origine dans l'importance qu'ils accordaient au principe féminin. Les fèves ressemblent à un sexe de femme et ils pensaient que lorsqu'elles étaient enterrées pendant une durée convenable, environ 90 jours, elles prenaient une forme encore plus caractéristique. Les pythagoriciens se réunissaient la nuit, ce qu'ils préféraient, à cause de la lune. La nuit est la mère primitive, elle est plus ancienne que le jour. Je pressentais que notre guide n'en resterait pas là de ses explications, et je craignais la suite. Régine n'allait pas apprécier. Nous étions à la merci de notre conducteur dans le petit train arrêté. Je n'attendais que d'avancer enfin pour passer de l'autre côté du rideau et sortir à l'air libre. Le guide actionna le levier et nous repartîmes. Le tunnel n'était plus éclairé. Après un tournant, il devint évident que nous nous approchions d'un autre diorama. On distinguait une faible lueur dans l'obscurité. Je finis par comprendre qu'il s'agissait d'un feu de bois artificiel, autour duquel, sur fond de caverne, étaient regroupés des hommes préhistoriques. Mais non, quand mes yeux furent habitués à la pénombre, je m'aperçus qu'il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait que des femmes à demi vêtues de lambeaux de peau de bête. Elles faisaient griller une sorte de reptile sur une longue broche. 2 d'entre elles
dansait avec des mouvements répétitifs. Les concepteurs du diorama avaient visiblement cherché à illustrer les théories de Barkhofen sur le matriarcat primitif, sans beaucoup d'imagination. Je remarquais qu'ils avaient même placé une petite Vénus préhistorique dans une niche sur la paroi de la caverne pour sous-entendre que les femmes lui vouaient un culte. C'est peut-être cette scène qui avait provoqué l'obsession du guide pour la gynécocratie archaïque. Il contemplait à ce moment la fantaisie préhistorique d'un air attendri. Régine s'était levée de son siège. Elle approchait du diorama. Ses cheveux gris prenaient des reflets fauves dans la lumière colorée du brasier. Notre conducteur ne l'avait pas vu descendre. Il remit en marche le train. Je le levai en lui expliquant que ma mère était descendue du wagon et restait en arrière. Le guide prit un air affolé, sauta de son siège et se précipita vers le diorama, qui avait disparu derrière nous dans un autre coude du souterrain. Je le vis passer le long de mon wagonnet. Il courait, en faisant des moulinets avec les bras. Je sautai du petit train en marche, mais j'avais mal calculé mon élan. Je fus projeté sur le dos et mon crâne cogna le sol. Quand je me relevai, le guide avait pris beaucoup d'avance sur moi. J'essayais de le rattraper, mais la tête me tournait. De loin, je voyais Régine. Elle avait détruit l'un des mannequins dansants et s'attaquait au deuxième à coups de pied. Tu fais le guide toujours ? Je vais lui arracher le cœur, hurla le guide. Régine abandonna les figurines ravagées et se tourna lentement vers lui avec un sourire cruel. Elle se pencha, ramassa un poignard de pierre taillée, s'avança posément vers le guide. L'homme ne bougeait plus, il était tétanisé. Régine était toute proche de lui maintenant. Sous la menace de son arme, elle le faisait reculer vers le brasier des femmes préhistoriques. D'un geste brutal, Régine arracha le badge du guide conférencier du Schlossberg qui était attaché à son cou. L'homme reculait toujours, jusqu'à ce qu'il soit arrêté par la pique sur laquelle rôtissait le reptile. Régine jeta son poignard. J'allais me précipiter sur elle pour l'arrêter, quand elle pressa brutalement son ventre contre celui du guide. Il s'affaissa. Régine se tourna vers moi. Du sang coulait de la bouche de l'homme. La broche lui avait transpercé le dos. Au loin, j'entendais des cris, les cris des passagers sans conducteur. Je pris Régine par le bras et l'entraînai en courant dans une galerie sombre. À suivre. Voilà, pour vous donner un exemple de ce qui paraissait donc pendant toute la durée de l'exposition, une fois par semaine, dans le Républicain Lorrain, édition du Saumon, aux pages de Deb, bien sûr, même page que les actualités. Oui, là c'est la vitrine qui correspond un peu à la fin du roman feuilleton, mais du coup on n'a pas la... L'iguane avait une place importante, comme c'est manifeste aussi sur cette image. Oui, parce que du coup on a fait un petit livre qui n'est pas encore fini, mais c'est ça la maquette de la couverture, voilà, qui est une publication du roman feuilleton qui s'appelle Attraction étrange, comme l'exposition. C'est pour ça qu'il s'appelle AE. Et il y a aussi, en fait, on a demandé à des écrivains, donc Céline Minard, Emmanuel Pires et Stéphane Bérard, d'écrire des nouvelles un petit peu autour de ça. Donc, il n'y a pas de texte critique, hein, c'est vraiment des nouvelles qui ont été écrites pour le livre. Et donc c'est ça la couverture, l'entrée, donc vous reconnaissez l'iguane, donc il y a une place importante comme on disait. Oui, sauf que là il est géant, mais c'est parce que c'est à cause de l'histoire. Et aussi Pythagore, qui a une place plus mineure dans le roman feuilleton, mais c'était quand même un peu le sous-texte, c'est pour ça que c'est en 4e de couverture. Ça, c'est l'image en entier qui a servi pour le 4e de couverture. En fait, c'est une image de film. On a commandé à un illustrateur l'affiche d'un film qui s'intitule Pythagore et les monstres, donc Pythagoras and the Monsters. Comme vous le voyez à l'affiche, hein, c'est un péplum. Avec un homme fort qui est effectivement en train de lutter contre des monstres, entre autres. C'est un film un cheval. Oui, le cheval a une importance aussi dans l'histoire. On se proposait, comme c'est un film qui fait 2 minutes, de le présenter. Il est sans parole et il a été tourné en Super 8. Thomas, est-ce que tu peux montrer le film de Pythagore ? Voilà,
ça c'est Pythagore. Oui, parce que, enfin, on ne sait pas toujours, mais en fait, Pythagore, bon, bien sûr, était un mathématicien, un philosophe, aussi un homme religieux, mais c'était aussi un athlète. En fait. Il y a plusieurs biographies qui racontent qu'il a gagné une fois, voire 2 fois les Jeux Olympiques. Il était aussi entraîneur pour certains lutteurs, comme Milon Croton. Et comme vous le voyez, il est ici en train de tirer une corde. Alors bien sûr, la corde a une importance particulière chez Pythagore. On sait que Pythagore a aussi étudié, serait le premier à avoir étudié l'harmonie, et que pour ça, il a fait une expérience simple, il a tendu des cordes et observé que le son qu'elles produisaient lorsqu'on les pinçait était proportionnel au poids qu'on utilisait pour les tendre. Ah oui, alors ça, la deuxième scène, c'est Abaris l'hyperboréen, hein, celui qui était en exomide blanche, enfin c'est plutôt animation. Et en fait, c'est le premier qui a reconnu Pythagore. En fait, il l'a reconnu parce qu'il a vu sa cuisse, et comme le disent certains biographes, Pythagore avait une cuisse toute faite d'or pur. Oui, parce que c'était le signe, en fait Jean-Bic le dit bien, en fait, il y a 3 sortes d'êtres. Il y a les dieux, il y a les hommes, et puis il y a Pythagore, qui est une catégorie à part entière. Et vous voyez qu'il était devant une caverne. Détail important, Pythagore enseignait, puisqu'il avait beaucoup de disciples, c'était un homme de la parole, il enseignait devant ou dans des cavernes. Ah oui, et cette dernière séquence de la première partie de cette biographie de Pythagore montre une chose importante, c'est que Pythagore est supposé, d'après Jean-Bic, d'après Porphyre, avoir accompli beaucoup d'exploits et entre autres combattu des tyrans et des monstres. Alors c'est une petite partie dans les biographies, mais nous on lui a donné une plus grosse importance dans le film parce que c'était un diplôme, donc voilà, il fallait un peu justifier le titre. En fait. Bien sûr, mais bien sûr, Pythagore était toujours victorieux de toutes ces entreprises. Alors Pythagore, on détaille aussi, il est originaire de Samos, hein, donc une île grecque, mais il aurait voyagé partout dans le monde connu, à l'époque en Égypte, en Asie mineure, et puis il se serait installé en Italie du Sud. Alors là, on n'est pas en Italie du Sud, on est plutôt dans la région de la Loire, en France, pour des raisons pratiques. On a fait le tournage là-bas. Oui, mais que Pythagore avait beaucoup voyagé, du coup ça pouvait aussi être crédible. Mais surtout à cet endroit-là, on a trouvé un cheval qui s'appelle Pépito. Enfin, pas le cheval de Pythagore, mais juste celui-là. Parce que c'était vraiment important. Il n'écrivait pas Pythagore. Donc tout son enseignement se passait uniquement par la parole. Donc c'est seulement les endroits où il est allé effectivement qui ont pu entendre la parole de Pythagore. En fait. Et qui a des disciples qui étaient vraiment très importants dans la Grèce ancienne. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit un peu sur ces images, la particularité de l'enseignement de Pythagore, c'était aussi qu'il s'adressait pas seulement à des hommes, mais aussi aux femmes. Il y avait des pythagoriciennes, c'est assez rare dans la Grèce archaïque pour être remarqué. On en voit quelques-unes ici. Il y en a plusieurs dont on a conservé les noms, comme Théophris, Kailonis, aussi Mia, Philtis, Théano, qui était peut-être la femme de Pythagore. Ah, ça c'est la scène importante, c'est la scène de la mort de Pythagore, mais on l'a raconté tout à l'heure. Et c'est peut-être la mort de Pythagore qui fait pleurer un peu le bébé. Voilà, ça c'est le film lui-même projeté en Super 8. Il n'est normalement pas montré comme ça. Il est montré uniquement sous forme de bobine Super 8. Et c'est le cas ici. Voilà,
parce que ça se passe en Allemagne, donc à Braunschweig, au Kunstverein Braunschweig, c'est cette exposition que le film avait été fait. L'exposition elle-même s'appelait Pythagoras and the Monsters. Et donc il y avait le film sous forme de ces deux bobines super vite qui étaient montrées. C'est un film en tournée montée, super vite. Parce que vous avez peut-être vu sur ce transfert. Et donc dans la deuxième salle, il y avait deux parties en fait dans l'exposition. En fait, il y avait ça. C'est des tables mises en rond. Vous savez, à l'allemande, dans la particularité de l'université allemande, qui a ensuite été importée en France, notamment à l'école pratique des hautes études, c'était de faire, pas comme ici, un amphithéâtre, mais des tables en rond. Ce qui faisait que tout le monde était à égalité, en fait. Le professeur pouvait dialoguer sur un pied d'égalité avec ses élèves. Ça pourrait correspondre un peu à l'idéal pythagoricien. Comme vous le voyez, l'affiche est présente à l'arrière-plan, on la voit un petit peu, on la distingue, de Pythagore et les monstres. Et puis en dessous, il y a un programme, ça on ne voit pas bien. C'est un programme de conférence. En fait, 3 fois dans l'exposition, un professeur de la TU Braunschweig, donc l'université technique, qui est du département surtout de mathématiques et de physique, venait faire une conférence autour d'un aspect de la vie ou de la pensée de Pythagore. Le professeur Zonard, le professeur Shaya et le professeur Löwe aussi qui venaient. Ça c'est le professeur Zonard ici, et ici c'est le professeur Shaya. Alors le professeur Zonard est plutôt un professeur d'histoire des mathématiques, le professeur Shaya est plutôt un professeur de philosophie des sciences. Oui. Chacun à son tour venait donc faire une conférence d'1 heure dont le compte-rendu était ensuite disponible. Et c'était à ça que servait cette deuxième salle de l'exposition, qui n'était donc pas la salle de projection, c'était simplement une salle pour ces conférences, 3 fois dans l'exposition. Oui, et où on était libre effectivement de pouvoir consulter la documentation qu'on y avait laissée ou les comptes rendus des conférences. Enfin, la conférence du professeur Zonard était vraiment très bien sur elle-même. Enfin, les 3. Ça, c'est une autre exposition qui s'est passée plus récemment à Glarus, au Kunsthaus Glarus en Suisse, qui commençait en fait par la projection de Pythagore et les monstres. Alors en fait, on rentre dans l'espace d'exposition comme ça, et il y a un rideau qui permet de faire le noir dans la première salle. Puis là, on voit la vie de Pythagore avec les deux époques de la vie de Pythagore. Donc là, c'est la scène que vous avez vue, celle où il est devant la caverne. Même si là, en fait, du coup, le fait que ce soit derrière un rideau, ça insistait un petit peu plus sur un aspect important de l'enseignement de Pythagore, sur lequel on n'est pas revenu tout à l'heure, c'est que non seulement ça se passait dans des cavernes, mais en plus, en général, Pythagore, il se mettait derrière un rideau pour parler. Donc en fait, on entendait sa voix, mais on ne le voyait pas. Non, apparemment, c'était ça la délimitation. Il y avait les exotériques qui avaient le droit de s'approcher et de venir entendre cet enseignement, donc uniquement oral, mais ils ne pouvaient pas accéder au dernier stade, qui était celui du rideau. Seuls les ésotériques, en fait, pouvaient franchir cette barrière, cet écran, et rejoindre le philosophe qui enseignait. D'ailleurs, l'exposition s'appelait The Exoteric Wall, traduit par le mur exotérique, du coup, à cause de ça. Parce qu'à un moment, on pouvait passer derrière le rideau, et derrière le rideau, il y avait autre chose. En fait, il y avait un deuxième film qu'on avait fait plus spécialement pour cette exposition, qui s'appelle Le mur qui saigne, The Wall That Bleeds. Enfin, en français, le titre, c'est Le nouveau mur qui saigne. Alors, celui-là aussi, on avait pensé à vous le montrer. Il est très court aussi. C'est un film tourné en super 16 mm. Et c'est un plan séquence. Peut-être revenir dessus après. En gros, la première idée, c'est sans doute, c'est connu ce mot-là, Oscar Wilde, quand il était à la fin de sa vie après son procès, il est venu s'installer à Paris. Et à Paris, il était logé dans un meublé dont la décoration ne lui plaisait pas beaucoup en fait. Et donc Lady Gregory, qui est venu le visiter à la fin de sa vie, rapporte que ses derniers mots, vraiment dans les derniers jours, c'était « Mon papier peint et moi sommes engagés dans une lutte à mort,
l'un de nous deux doit disparaître. Nous, on a un peu extrapolé sur C'est ce qui s'est passé, parce qu'Oscar Wilde est effectivement mort. Ouais. Donc oui, il s'agit du duel entre un homme et son... C'est papier peint, parce que la nature... Oui, c'est pas tout à fait des rideaux du coup, mais c'est quand même des papiers peints qui sont ornés. Hein, c'est quand même important. Thomas, tu peux peut-être lancer le film. Oui, il y a une lumière qui commence, mais c'est juste le transfert.
Voilà. Comme on en a déjà parlé beaucoup, je ne vais peut-être pas détailler peut-être en tout mot toute l'histoire du film. Oui, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire sur ce film-là, sur toute l'histoire des films d'horreur, en particulier des Amityville Horror, ce type de film, et puis Fantomas aussi. Fantomas, bien sûr. On va pas insister là-dessus. On va peut-être parler de la suite de l'exposition de Glarus, parce que juste après ce film, vous voyez, il y a un autre rideau, et ça donne encore sur un autre rideau. Il y avait beaucoup de rideaux. Mais alors, le dernier des rideaux, c'était un rideau en trompe-l'œil, vous voyez, qui a été fait par un décorateur de théâtre, qui donc était tout au fond de l'exposition. Et il y a en haut, je ne sais pas si on voit très bien, c'est un rideau qui a une sorte de dais au-dessus, avec un motif floral. Voilà, un motif de petites fleurs et un paysage ici. C'est assez important parce que c'était un motif qui était exactement une reproduction du motif le plus fameux qui était fait sur les tissus imprimés dans la région de Glarus. Je raconte ça vite, mais la région de Glarus, c'est une région qui est au fond d'une vallée, dans un cul-de-sac de vallée, qui est vraiment très isolée, et qui étonnamment, au XVIIIe siècle, est devenue un grand centre de production de ce qu'on appelle les indiennes, c'est-à-dire le coton imprimé. Et ça a été diffusé partout dans le monde, en fait, les indiennes de Glarus. Et le motif qui avait le plus de succès, c'était ces petites fleurs colorées, en fait, sur du coton. Alors, on avait demandé à une archive qui conservait ce type de coton, qui avait ces très jolis motifs ornementaux, de nous en prêter des exemplaires. Vous voyez, ils sont là, un peu sous les presse-papiers en cristal aussi, les mêmes qu'il y avait à Dennes. Et avec la documentation, qui sont à la fois des livres sur cette production donc de tissus ornés, de coton imprimé de la vallée de Glarus, et qui concerne aussi l'histoire de la dernière sorcière. Mais ça, peut-être, on va parler bien plus tout de suite dessus. Anna Gueux dit la dernière sorcière, qui a été condamnée pour fait de sorcellerie. Ça aurait été la dernière en Europe à la toute fin du XVIIIe siècle, donc dans cette petite vallée suisse. Et elle a été exécutée. Voilà, peut-être juste pour revenir à le fait d'avoir de près, de déplacer des collections qui ne sont pas faites pour être vues dans un tel endroit et de les déplacer dans un autre, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé à plusieurs reprises, surtout cette année. Et donc un dernier exemple, un peu en conclusion, qu'on voulait vous montrer, c'est cette expo qui est encore en cours. Elle va fermer, je pense, cette semaine à Ivry, au Crédac. Le Crédac vient de déménager. En fait, ils étaient avant dans cette ancienne salle de cinéma en sous-sol, et maintenant ils sont dans la manufacture des œillets. Ils sont remontés de 3 étages, et derrière, il y a la vue sur tout Ivry, dans cet ancien bâtiment industriel, qui était celui donc, où on fabriquait des œillets pour les chaussures, pour les ceintures et pour les corsets. Et voilà, nous, notre intervention, c'est cette petite étagère là, que vous voyez au milieu, pour laquelle on avait travaillé avec les archives municipales d'Ivry, qui conservent beaucoup de choses, mais entre autres, il y a un fonds spécial, c'est le fonds Thorez-Vermersch. Donc, je fais vite. Maurice Thorez, dirigeant du Parti communiste pendant quasiment la moitié du XXe siècle, était député d'Ivry. Et du coup, si toutes ces archives écrites sont passées aux archives nationales, toutes les archives en 3 dimensions, ils sont restés aux archives municipales d'Ivry. Et en particulier, les cadeaux qui lui ont été faits pour son anniversaire. Parce que pour son 50e anniversaire, il a fait un peu comme Staline, il a fait une cérémonie publique où tous les militants lui ont offert des cadeaux. C'est souvent des objets très précieux, des chefs-d'œuvre, des objets sentimentaux, plutôt des objets sentimentaux plutôt que précieux en valeur, et des chefs-d'œuvre faits par de l'industrie, en fait, par des ouvriers. Et
comme il aimait beaucoup les livres, il avait une grande bibliothèque qui est aussi aux archives municipales d'Ivry, et ben on lui a offert beaucoup de serre-livres. Donc c'est tous ces petits serre-livres avec des enclumes dessus, qui sont là. Et il y en a un autre, je crois, qu'on a mis en photo. Pour détailler un petit peu. Voilà, on voit un petit peu plus près. Ce lutrin aussi. Et puis, oui, beaucoup de serre-livres avec des motifs alimentaires, des oiseaux ou des animaux en particulier, ou certains comme celui-ci avec une paire de dominos. Et en fait, ces objets, ces serre-livres, étaient dans la vitrine ainsi que des petites brochures dans lesquelles on a rédigé une très courte nouvelle qui s'appelle « L'un de nous doit disparaître » et qui est une visite d'une cité idéale. Oui, en fait c'est un petit roman de science-fiction qu'on a écrit, un peu à la façon des dystopies communistes, hein, ça pouvait être écrit dans l'Union soviétique au début du communisme, mais voilà, ça se passe dans une cité idéale un peu de verre qui peut ressembler un peu à Ivry, mais aussi à toute autre chose. Et dans la vitrine, les serre-livres, ils savaient enfin à serrer les livres. C'était ça l'idée. Et toutes les archives des brochures étaient présentes dans sous la vitrine. Tout utile qui était à disposition. On a fait à la fin de l'exposition, donc la semaine dernière. Peut-être pour finir, on a préparé une performance sous la forme d'une visite des espaces encore fermés au public de la manufacture des œillets, qui est un espace très grand. Il y a les anciens ateliers qu'on voit ici, il y a aussi la grande halle de la manufacture. Et peut-être juste pour en dire un mot ici, ça ne se voit pas sur l'image bien sûr, mais on est en train de parler d'Auguste Blanqui. D'ailleurs, je suis en train de tenir le livre à la main. Le dernier livre d'Auguste Blanqui qui s'appelle L'éternité par les astres, qui est un court livre, qui est... Auguste Blanqui, hein, c'est le fameux socialiste du 19e siècle qui a été enfermé en fait, pendant une grande partie de sa vie parce qu'il était révolutionnaire, il pensait qu'il fallait faire la révolution par les armes, et du coup il a passé sa vie quasiment en prison. Oui, c'est un livre qu'il a écrit en 1871, justement, juste après la Commune, alors qu'il est en prison. Et L'éternité par les astres, ça parle de l'univers. Alors, pour Blanqui, l'univers est infini. Pas de limite, mais il est constitué par des éléments, briques qui forment la matière, sont eux, par contre, en nombre fini. Comme on l'illustre ici avec le tableau périodique des éléments qui a été proposé par Mendeleïev, justement, quelques années avant l'écriture de L'éternité par les astres. Celui-là, c'est celui du collège Molière. L'instant après aussi. Donc, si l'univers est infini et que par contre les éléments qu'il compose sont en nombre fini, forcément ces combinaisons qu'il forme auront beau être extrêmement nombreuses, elles seront aussi en nombre fini. Donc, forcément, elles se répètent dans toute l'étendue de l'univers. Ce qui implique qu'il y a plusieurs astres absolument identiques, plusieurs terres absolument identiques, et donc aussi plusieurs Auguste Blanqui absolument identiques. C'est raisonnement comme oui, ça. donc c'est ce qu'il dit quand il dit que la similitude et la ressemblance forment la règle, la variété et la dissemblance l'exception. Que l'univers est comme une maison d'édition qui édite à l'infini tous les objets du monde à de multiples exemplaires. Ouais. Mais que chaque seconde amènera ses bifurcations jusqu'à ce que justement le globe ait complété son existence, mais que ce même chemin aura déjà été en fait répété des milliards de fois. C'est ça le livre de Blanqui, qui parle donc en fait d'univers parallèle. C'était un petit peu l'activité de Lily, on va peut-être en rester là. Peut-être en rester là. En fait, là, vous avez le choix, en fait. C'est un peu comme chez Blanqui, parce que voilà, je pense qu'il y a effectivement des dimensions parallèles dans lesquelles on peut aller. Si vous voulez, vous pouvez en fait partir. Ou alors, sinon, il y a un bonus, mais il est tard, je sais pas. Enfin, on a en bonus un film de science-fiction qu'on avait fait il y a un petit peu plus longtemps, qui parle un peu d'univers parallèle aussi, mais c'est entre la Terre et la Lune. Voilà, c'est ces deux vies parallèles, une qui se passe sur Terre, une qui se passe sur la Lune, avec les mêmes personnages qui jouent donc plusieurs rôles en fonction de leur présence sur une des deux planètes et son satellite. Mais ça dure une demi-heure. Oui.
Vous le savez, chose, choisir ses souvenirs et son existence, est aujourd'hui leader du marché du souvenir. Chose est avant tout une technique d'implantation des souvenirs uniques au monde, à la pointe des recherches neurologiques les plus récentes. Mais, et c'est là sa grande force, chose n'en reste pas là. Chose a compris avant tout le monde que ce qu'attend le client avide de souvenirs, ce ne sont pas seulement des images mentales, ce sont aussi des choses concrètes qui témoignent de ce qu'il souhaitait avoir vécu. Des choses durables, de haute qualité, dont il pourra profiter toute sa vie, seul ou en famille. Observons ensemble un bilan chiffré de nos activités pour les 2 dernières années. Les statistiques que vous dévoile le hologramme de bureau sont sans équivoque. Elles correspondent à notre fulgurante progression annuelle en termes de souvenirs vendus et à notre très envié taux de satisfaction client. Merci, Monsieur Douglas, pour ce bilan remarquablement synthétique de nos activités de ces 2 dernières années. Vous avez tous remarqué, au passage, l'apparition dans tous nos bureaux de nouveaux hologrammes que nous avons pu mettre en service pour le confort de tous grâce au profit généré. Je suis convaincu que la société chose atteint aujourd'hui un moment clé de son développement. Et je tiens personnellement à vous remercier. Vous tous, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Je sais qu'avec une équipe comme la vôtre, la société chose ira toujours plus loin dans l'excellence. Chose, ce sont des innovations, mais aussi et surtout un savoir-faire. Et je rends personnellement hommage à M. Douglas. C'est grâce à lui et à ses extraordinaires intuitions que l'implantation de souvenirs virtuels est aujourd'hui une réalité. Nous savons tous ce que lui doit la société chose. Mais notre savoir-faire, c'est aussi l'habileté du service des tickets de transport, capable de dater à la seconde près le compostage des billets en concordance parfaite avec les souvenirs implantés dans le cortex du client. C'est encore l'extraordinaire efficacité du service des formulaires qui, grâce à Madame René et à sa connaissance irremplaçable du langage administratif et des formules idiomatiques interplanétaires, produit des documents officiels d'une justesse troublante. J'ai cité ici Madame René, mais j'aurais pu tous vous citer individuellement. Tant notre réussite commune tient à chacun d'entre vous. À vos compétences, à votre dextérité, en un mot, à votre talent.
chose est leader sur le marché de l'implantation des souvenirs. Et je suis persuadée que son succès est avant tout lié au soin que M. Robert, notre directeur, porte à favoriser les initiatives individuelles au sein de son entreprise. Et partant de là, je souhaiterais moi-même apporter ma pierre à l'édifice. Et en étudiant l'ensemble du panel des formules souvenirs proposées par Chose, il m'a semblé apercevoir comme une lacune parmi ces offres, pourtant très très complètes et de grande qualité. Tu vas te demander à quoi je pense. Eh bien, je pense à ce qui se passe après le passage du client dans notre société. Lorsqu'il retourne chez lui, la tête remplie de nos souvenirs et les bras chargés de nos objets fabriqués sur mesure. Bien, imagine un instant qu'il reçoit quelques semaines plus tard d'autres objets. Des lettres de personnes qu'il a rencontrées pendant son voyage, des certificats divers. Son idylle avec une jeune plutonienne ne serait-elle pas plus émouvante si elle était prolongée par une relation épistolaire? Le souvenir de ses succès autour de notre cricket de Vulcain, ne serait-il pas plus vivace s'il était entretenu par des coupures de la presse régionale qui aurait été envoyées par un admirateur anonyme? Je vois que tu pressens la portée de telles innovations en matière de service après-vente. Je compte en faire part à M. Robert dès que possible. Reprenons, les formules de salutation que vous avez employées ne sont pas du tout celles adaptées. Sur la lune, l'expression correcte est chère adhérente, chère adhérente. Recommencez. Je suis assez enthousiasmée à l'idée que, grâce au cahier de tendance, on ait finalement trouvé un moyen simple et pragmatique de prédire l'avenir. Je crois aussi que le travail que nous faisons est important. L'élaboration de cahier de tendance, qui était autrefois une branche mineure annexée au service marketing des entreprises, est devenue, depuis quelques années, le service principal dans presque tous les secteurs d'activité. Personnellement, je m'intéresse plus particulièrement au sport, dont dépendent toutes les tendances en matière de mode vestimentaire, d'attitude de consommation et de socio-style interplanétaire. Pour te résumer en quelques mots les grandes tendances actuelles, je dirais que, premièrement, le golf conserve son statut de valeur sûre aussi bien sur Terre que sur Mars. Deuxièmement, la hausse la plus spectaculaire en termes de mode comme de mode de vie concerne la pratique du step,
dont la popularité ne fera que se confirmer dans les 2 prochaines années. Le tennis est par contre en chute libre en ce qui concerne les résultats, les performances, l'innovation, le confort et la sécurité de ceux qui le pratiquent. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais le tennis a parfois été associé à des mutations subies par les joueurs, en particulier sur la Lune. Toi qui me dis que tu as encore rêvé de la Lune, je ne comprends vraiment pas ce qui peut t'attirer sur la Lune. Depuis que le tennis club s'est érigé en territoire autonome, le seul hobby possible là-bas, c'est le tennis. Et je ne connais rien de plus démodé comme sport que le tennis. D'ailleurs, tu n'y as jamais joué, et je ne te le recommande pas. Sais-tu que certains vont jusqu'à avancer que le tennis pourrait provoquer des mutations? Tu pourrais t'inscrire à un cours de step.
tu rencontrerais davantage de personnes et en plus c'est un hobby très à la mode. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a frappé aujourd'hui. Une idée qui ne m'était jamais venue auparavant. Quand on regarde les activités qui se déroulent dans des bureaux comme ceux de choses où nous tenons aujourd'hui, ces gestes précis et maîtrisés, ces allées-venues des employés tous vêtus d'un sobre costume sombre, toujours parfaitement coordonnés, ces poses gracieuses et équilibrées, des salariés concentrés sur leurs tâches. Il me semble que l'on en retire une impression extrêmement plaisante. Tu me trouveras peut-être bien audacieuse, mais cela me rappelle irrésistiblement ce moment presque transcendant. Tous les participants d'un cours de step sont parvenus à synchroniser parfaitement leurs mouvements. Le pied droit sur le cul, la jambe gauche légèrement fléchie, puis le pied gauche rejoignant le pied droit sur le cube, la jambe droite qui se fléchit, puis le pied droit au sol, et ainsi de suite, tandis que les miroirs de la salle reflètent et dédoublent toute cette chorégraphie à l'infini. Monsieur Caille est attendu dans le bureau de Monsieur Robert. Monsieur Caille? L'opération est un peu douloureuse, mais ne comporte pas de danger majeur. Je vous explique son déroulement en 2 mots. Je vais vous implanter dans le cerveau un appareil qui effacera automatiquement les 2 dernières semaines de votre mémoire et les remplacera par votre séjour sur la Lune. Je vous souhaite un bon voyage. La Lune est une planète dangereuse. Essayez de détendre la zone de votre nez. Madame Titriquet, j'ai le regret de vous annoncer que l'opération de votre mari s'est soldée par un échec. Il semblerait que sa mémoire soit déjà saturée. Il nous a été impossible d'y insérer le souvenir qu'il vous avait commandé. Votre mari est pour l'instant dans un état inconscient. Nous allons le ramener à votre domicile. Il se sentira probablement un peu perdu pendant les prochains jours, mais cela sera sans conséquence sur le fonctionnement de son cerveau. Entre nous, ce voyage sur la Lune, c'était vraiment une mauvaise idée. Tout le monde sait que les voyages sur la Lune provoquent des mutations. Alors, M. Kahn, vous êtes de retour sur la Lune. Cette raquette vous intéresse? C'est vraiment un bon investissement. Comme vous le savez, toutes nos raquettes sont de véritables produits de l'artisanat lunaire. Elles sont parfaitement adaptées à la gravité locale.
puis me permettre, je vous recommande ce nouveau modèle de semelle à compensation de gravité. Elle donne vraiment l'impression de marcher comme sur la Terre. Je vous demanderai. Vous allez voir, le paysage a bien changé par ici. On a fait construire un nouveau terrain de tennis en poussière battue. Bon, en plus de l'ancien terrain qui est sur rocher. Vous êtes M. Kay, n'est-ce pas? Mais on m'a chargé de vous dire que vous n'êtes pas le bienvenu sur celui-là. Vous comprendrez que nous pouvons tolérer plus longtemps votre présence. Je suis navré que nous en soyons arrivés à une telle extrémité. L'expulsion, pour dire le mot, n'est pas une méthode que nous employons gaieté de cœur ici sur la Lune. Vous conviendrez que, dans le cas présent, vous nous avez malheureusement pas laissé le choix. Vous repartirez par la navette de 20h52 minutes, 18 secondes. Voici votre vie. Tu es revenu? Qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben réponds. En fait, j'avais toujours rêvé d'avoir été sur la Lune. Ce n'est pas tellement que j'aime le tennis, non, mais je voulais aller sur la Lune. Ma femme et sa belle Kitry, ça ne me disait rien. C'est elle qui m'a convaincu d'opter pour un souvenir de voyage implanté. Tel que ceux qui proposent chercher ces choses. Je suis donc allé avec elle, chez Chose, je veux dire. J'ai commandé le kit, mon premier voyage sur la Lune. Mais il y a eu un problème au moment de l'implantation. Je ne sais plus très bien d'où venait l'incompatibilité. En tout cas, ça n'a pas marché. Plutôt que de réessayer un implant dont je n'étais pas sûr de l'efficacité, j'ai décidé de faire le voyage pour de vrai.
serait-ce que vous en pensez. Nous sommes tous très heureux de faire partie du club. Le Tennis Club Autonome Lunaire est l'une des plus anciennes institutions sportives interplanétaires. Son origine remonte au tout début de la colonisation lunaire, où il a joué un rôle non négligeable dans l'entreprise de terraformation de ce satellite de la Terre. Dès le début, c'est le tennis qui a canalisé les vagues de flux de tourisme sportif extraterrestre. C'est ce qui explique qu'il se soit organisé si tôt et si admirablement en structure administrative rigoureuse, et, ce qui est novateur pour l'époque, en état politique autonome. En outre, pour nous autres membres du club, l'avantage c'est que comme notre nom est inscrit toujours, sauf si nous sommes ralliés bien entendu, sur le grand emploi du temps tennistique, nous pouvons, à n'importe quelle heure du jour comme de la nuit, réserver un cours de tennis. Mais le tennis est le sport le plus bénéfique qui soit. C'est le seul sport qui procure un épanouissement en tant que physique qu'intellectuel. Sur ce point, il ne saurait être comparé à aucun autre sport. Pourtant, certains de ses détracteurs osent prétendre que le tennis provoquerait des mutations. Ce ne sont naturellement que des rumeurs grossières et mal intentionnées, répandues par les clubs concurrents. Aucune étude sérieuse n'est jamais parvenue à établir une corrélation entre la pratique du tennis et les mutations. Je n'ai personnellement jamais accordé aucun crédit à ces allégations mensongères. Mais le tennis, c'est notre histoire. Le tennis, c'est notre avenir. Le tennis, c'est la santé. Chères adhérentes, chers adhérents, aujourd'hui est un grand jour pour tous ceux qui, comme vous, comme moi, ont à cœur l'avenir de la Lune. Mes chers concitoyens, un événement inattendu nous oblige à abréger cette assemblée. Vous m'en voyez vraiment désolé. Cette réunion sera reportée très rapidement à une date qui vous sera communiquée par affichage sur la place publique. Merci à tous de vous être réunis aujourd'hui. Adhérentes, adhérents. Comme vous le savez, le Tennis Club Autonome Lunaire m'a tout donné. En échange, je me suis voué à son service, à son développement et à sa protection.
réaliser notre traditionnelle enquête de satisfaction client. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Et bien sûr, vous ne garderez aucun souvenir de notre enquête. Tout d'abord, je voulais vous demander ce que vous pensiez du réalisme de notre simulation. En fait, je ne me sens pas très bien. Oui, je comprends. Il a dû y avoir une erreur au moment de l'implantation. Ne vous inquiétez pas, tout cela peut se résoudre très facilement. Je vais procéder immédiatement à la correction nécessaire. Il me suffit d'effacer vos souvenirs de la Lune et de les remplacer par un voyage de meilleure qualité. C'est absolument sans danger. Je vais vous demander de bien vouloir détendre la zone de votre nez.
parler d'implantation de souvenirs, justement. C'est un peu le noyau de l'histoire. Dans l'histoire acadique, c'est l'implantation d'un souvenir sur Mars, il est agent secret, et quand on y implante le souvenir, il se rend compte qu'il est vraiment agent secret, et on essaie de lui implanter un autre souvenir, comme quoi il aurait sauvé le monde quand il était petit, pour qu'il oublie celui-là, et en fait on se rend compte que le